Jeffrey Epstein s'est-il vraiment suicidé? Après de nouvelles révélations sur l'affaire, son frère a réaffirmé cette semaine qu'il aurait été assassiné. Un médecin présent lors de l'autopsie appelle lui aussi à l'ouverture d'une nouvelle enquête. Mais alors, d'où viennent tous ces doutes? On va faire un point le plus factuel possible sur ce que l'on sait et ce que l'on ne sait pas. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien et c'est donc le sujet à la une de ces actualités du jour sur YouTube et en podcast audio. Alors, que sait-on exactement sur les circonstances de sa mort? Déjà, il faut rappeler un petit peu le contexte. Il faut d'abord remonter au début des années 2000. En 2008, le financier américain Jeffrey Epstein, accusé d'avoir exploité sexuellement de nombreuses personnes mineures, conclut avec les autorités un accord qui lui permet d'éviter un procès fédéral, donc un procès à l'échelle des États-Unis, et d'écoper d'une peine de prison relativement légère. Et attention ici, même si ce type de procédure il est légal aux États-Unis, de nombreux juristes ont dénoncé l'utilisation d'un tel accord qui est normalement utilisé pour des affaires qui sont beaucoup moins graves. Mais 10 ans plus tard, en 2018, une vaste enquête du journal américain Miami Herald révèle l'ampleur de son système d'abus sexuels sur des jeunes filles mineures et les conditions anormales de cet accord en 2008. Cette série d'articles, elle contribue donc à l'ouverture d'une nouvelle enquête qui aboutit à l'inculpation d'Epstein pour trafic sexuel en 2019. Le 6 juillet 2019, il est donc arrêté et inculpé pour trafic sexuel de mineurs et complot pour trafic sexuel. Il est alors placé en détention en l'attente de son procès, mais le 10 août 2019, soit un peu plus d'un mois après son arrestation, il est retrouvé mort dans sa cellule. Vers 6h30 du matin, au moment de la distribution du petit déjeuner, le financier américain est retrouvé inanimé sur le sol avec une bande de drap enroulée autour du cou et fixée à son lit superposé. Les gardiens puis les secours tentent de le réanimer avant son transfert à l'hôpital où son décès est officiellement constaté. Quelques jours plus tard, les résultats de l'autopsie confirment officiellement que Jeffrey Epstein s'est suicidé par pendaison. En parallèle, le FBI et l'inspecteur général du département de la justice vont enquêter sur les circonstances de sa mort, mais aucune preuve d'homicide n'a été établie par eux et de nombreuses enquêtes officielles affirment qu'il s'est suicidé. Pourtant, dès l'annonce de sa mort, de nombreuses théories émergent et la plus répandue, elle affirme qu'il aurait été assassiné pour le faire taire et protéger de personnes susceptibles d'être impliquées dans son réseau d'abus sexuels. Et si ces théories, elles persistent encore aujourd'hui plusieurs années après sa mort, c'est notamment en raison de dysfonctionnements au sein de la prison, mais aussi de certains points qui sont contestés par des experts sur le déroulement exact de la nuit de sa mort. Alors, de quoi parle-t-on ici et que répondent ceux qui estiment que malgré tout, il s'agit réellement d'un suicide? D'abord, quelques semaines avant sa mort, le 23 juillet 2019, il est retrouvé semi-conscient dans sa cellule avec des blessures au cou. L'incident reste ambigu, Epstein avait affirmé que son codétenu avait tenté de le tuer, mais ce dernier, il dément et une enquête interne l'innocente. Alors ceux qui estiment qu'il a été assassiné avancent qu'il aurait pu simuler une agression ou une tentative de suicide pour être transféré. En tout cas, les autorités de la prison ont estimé que le financier américain avait tenté de mettre fin à ses jours et ont décidé de le placer sous surveillance anti-suicide avant de la lever. Comme le rappelle la BBC, le lendemain, Epstein avait en effet déclaré lors d'un entretien, je cite, qu'il n'avait aucune envie de se suicider et qu'il serait fou de mettre fin à ses jours. Les documents affirment que le directeur de la prison avait tout de même recommandé qu'il ne soit pas détenu tout seul et avait insisté sur la nécessité d'effectuer des contrôles toutes les 30 minutes avec des rondes inopinées dans sa cellule. Mais finalement, il s'avère qu'il a bien fini tout seul dans sa cellule puisque le compagnon de cellule qui était donc présent avant a été libéré, laissant donc Epstein seul le jour de sa mort. Quant aux visites, les gardiens n'ont pas effectué les contrôles prévus comme le montrent plusieurs vidéosurveillance de la prison. Selon les autorités, sa cellule, elle est restée sans surveillance pendant plusieurs heures la nuit de son décès. Par ailleurs, les 2 membres du personnel de l'unité spéciale où Epstein était détenu ont falsifié les rapports en indiquant avoir effectué la ronde, ce qui est faux. Parmi les autres dysfonctionnements qui ont été signalés, il y a le fait que 2 caméras situées devant la cellule ont mal fonctionné. Les images d'une autre sont par ailleurs inutilisables et on peut enfin noter qu'une minute d'enregistrement d'une caméra diffusée par le ministère de la Justice a été coupée. Certains y voient la preuve d'une possible volonté de dissimulation, alors que de son côté, le gouvernement américain affirme qu'il s'agit simplement de la réinitialisation nocturne du système de vidéosurveillance, une réinitialisation qui, selon eux, entraîne la perte d'une minute d'enregistrement chaque nuit. Certains soulignent aussi que le corps d'Epstein a été déplacé hors de la cellule, et ce, sans qu'aucune photo ne soit prise dans la position exacte où il a été découvert, ce qui est présenté comme une entorse au protocole habituel et qui nourrit donc les suspicions. Bref, tout cela
ça alimente donc un certain nombre de théories, et donc je le disais, il y a notamment le frère du financier américain, Mark Epstein, qui a réaffirmé sur BFM TV que son frère avait été assassiné, et il accuse le gouvernement américain d'avoir dissimulé son meurtre. Selon lui, je cite, lors de l'élection de 2016 entre Clinton et Trump, Jeffrey Epstein lui aurait dit, je cite, si je disais ce que je sais sur les deux candidats, il faudrait annuler l'élection. Fin de citation. Alors aujourd'hui, il affirme qu'une enquête indépendante sur la mort de son frère sera bientôt rendue publique et qu'elle conclut selon lui un homicide. Mais à l'heure actuelle, aucune preuve formelle n'a été apportée. Par ailleurs, dans un entretien qui a été accordé au magazine britannique The Telegraph et qui a été publié vendredi dernier, le docteur Michael Baden, l'un des médecins légistes privés le plus connu aux États-Unis, qui a été engagé donc par la famille du financier américain et qui a été présent lors de l'autopsie, même s'il ne l'a pas réalisé lui-même, mais il a déclaré que les causes du décès de Jeffrey Epstein devraient faire l'objet d'une nouvelle enquête approfondie. Selon lui, en effet, sa mort a très probablement été causée par un étranglement plutôt que par pendaison. Attention cependant, Michael Baden, il est aussi accusé par certains d'être parfois trop affirmatif sur des dossiers sensibles. Bref, ça nous semblait intéressant de revenir sur tout ça, même si pour l'instant, ça ne reste que des théories. Des théories qui sont basées sur des dysfonctionnements absolument majeurs au sein de cette prison. Ça, c'est quelque chose de factuel, mais le tout pour autant sans preuve accablante, en tout cas aujourd'hui, sans preuve accablante qu'il ait été réellement tué. Cela étant dit, ça reste un sujet qu'on va suivre extrêmement attentivement dans les prochaines semaines, que ce soit sur la question de sa mort, comme sur la question plus largement de cette affaire. On en parle très régulièrement sur la chaîne. On a fait un volet sur la question des politiques français, on a fait un volet plus large sur les nouvelles révélations, on a fait aussi un volet et un point sur la question du blocage de certains documents par l'administration états-unienne aujourd'hui, et on continuera évidemment à vous informer, y compris sur Instagram. Vous êtes de plus en plus nombreux là-bas. N'hésitez pas à vous abonner, le nom c'est Hugo Décrypte. Je vous laisse avec Samy et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec cette actu. Israël a validé ce dimanche de nouvelles mesures renforçant son contrôle sur la Cisjordanie, un territoire palestinien occupé illégalement par Israël depuis 1967 selon le droit international. Il s'agit donc d'un nouveau processus d'enregistrement des terres qui permet à Israël d'en revendiquer certaines comme, je cite, propriété d'État. Concrètement, avec cette procédure, Israël peut déposséder des Palestiniens de certaines terres sur lesquelles ils se sont installés, mais dont les titres de propriété n'ont pas été clairement établis, comme l'explique l'ONG israélienne La Paix Maintenant, qui est opposée à la colonisation. Plusieurs pays, dont l'Arabie Saoudite, l'Égypte ou encore l'Union Européenne et le secrétaire général de l'ONU, ont dénoncé une nouvelle escalade vers l'annexion du territoire palestinien. De son côté, le ministère israélien des Affaires étrangères a justifié une décision qui vise, je cite, à mettre de l'ordre dans les procédures d'enregistrement foncier et résoudre des litiges juridiques. Il a également accusé l'autorité palestinienne de mener elle-même des procédures d'enregistrement foncier illégales dans des zones censées se trouver sous contrôle israélien. À noter que cette annonce intervient une semaine après qu'Israël a approuvé un texte facilitant les achats de terres par les colons, on vous en avait déjà parlé. Deuxième actu, Jacques-Élie Favreau, l'assistant parlementaire du député La France Insoumise Raphaël Arnaud, a été interpellé ce mardi avec 3 autres personnes. Il fait partie des 6 individus suspectés d'avoir agressé mortellement le militant nationaliste Quentin Derenque à Lyon la semaine dernière, en marge d'une conférence de la députée de La France Insoumise Rima Hassan à Sciences Po. Les suspects seraient tous d'anciens membres de l'organisation antifasciste La Jeune Garde, cofondée par Raphaël Arnaud et qui a été dissoute en juin 2025. À noter que le journal Le Canard Enchaîné a publié une nouvelle vidéo de la Rixe ce mardi, dans laquelle on voit des militants d'extrême droite et d'extrême gauche quelques minutes avant les coups portés contre Quentin Derenque. Sur la vidéo, on voit les deux groupes vêtus de noir, masqués, utiliser des armes par destination, comme des béquilles, des gants coquets ou encore un casque de moto. Selon Le Canard Enchaîné, les hostilités commencent par des jets de fumigène en direction du groupe Antifa, et selon un témoin cité par le journal, je cite, on aurait dit un ring de boxe géant, personne n'a demandé de l'aide, et ils étaient venus pour en découdre. Cet après-midi, les députés ont aussi observé une minute de silence en hommage à Quentin Derenque à l'Assemblée nationale, à la demande d'Éric Ciotti, le président des députés Union des droites. Troisième actu, des cours d'éducation à l'alimentation pourraient bientôt être mis en place dans les écoles en France. L'idée serait d'apprendre la saisonnalité des fruits et légumes ou l'équilibre et la préparation des repas. Des parcours sont également prévus au collège et dans les lycées professionnels. En fait, si on en parle aujourd'hui, c'est parce qu'une proposition de loi visant à instaurer 3 séances minimum par an de la petite section au CM2 a été adoptée ce lundi par l'Assemblée nationale. Le texte prévoit donc que ces cours soient expérimentés dans les 3 prochaines années, d'abord sur la base de volontariat des académies et des établissements, donc rien d'obligatoire pour le moment. L'objectif est notamment de lutter contre l'obésité et soutenir l'agriculture française. En France, près d'un adulte sur 2 est en situation de surpoids et l'obésité a été multipliée par 4 chez les plus jeunes en moins de 30 ans, selon la députée Renaissance à l'origine du texte Olivia Grégoire. En tout cas, le texte doit encore passer par le Sénat avant d'être définitivement adopté, on suivra ça. Quatrième actu, le tabac a fait plus de
68 000 morts en France en 2023, dont les 3/4 étaient des hommes selon les chiffres publiés ce lundi par Santé publique France. Le tabac est donc responsable de 11% de la mortalité totale en France en 2023. C'est moins qu'en 2015 lorsque 75 000 décès avaient été attribués au tabagisme. L'une des explications de cette baisse, c'est que les générations qui ont, je cite, historiquement le plus fumé disparaissent petit à petit selon Santé publique France. Mais cependant, le tabagisme reste toujours la première cause de mortalité évitable en France. Le cancer est la principale maladie contractée par les fumeurs et la première cause de leur mort. Il est responsable de 55% des morts liées au tabac chez les femmes contre 58% chez les hommes. Un mort sur 3 est dû à une maladie respiratoire chronique, tandis qu'un décès sur 10 concerne les maladies cardiovasculaires ou neurovasculaires. Si jamais vous souffrez d'une addiction au tabac ou que vous souhaitez aider une personne, le numéro Tabac Info Service, donc le 3989, est joignable tous les jours de 8h à 20h et d'autres informations sont également disponibles sur leur site internet tabac-info-service.fr. Cinquième actu qui concerne cette fois les étudiants dans le supérieur et plus précisément les étudiants de niveau Bac+3. La plateforme Mon Master a lancé ce mardi sa phase de candidature. Les étudiants ont donc jusqu'au 16 mars pour postuler aux formations qui les intéressent pour la rentrée de septembre 2026. Chacun peut formuler un maximum de 30 vœux, dont 15 exclusivement en alternance. La phase d'examen de ces candidatures commencera ensuite le 21 mars pour les universités et établissements qui donneront leur première réponse à partir du 3 juin. En cas de non-admission sur les premiers vœux, une phase complémentaire est également prévue du 19 juin au 19 juillet. Et pour être sûr de ne rater aucune date importante, on vous conseille de suivre Elan sur Instagram ou sur TikTok, le lien est en description. Sixième actu, et c'est une bonne nouvelle, un nouveau-né a pu survivre à une tumeur grâce à un traitement administré à sa mère pendant la grossesse, et il s'agit là d'une première mondiale. Ce bébé, qui a aujourd'hui 3 mois, est né par césarienne à l'hôpital de Mulhouse en bonne santé. Pourtant, une tumeur vasculaire invasive à très haut risque avait été détectée avant sa naissance lors d'une échographie à 7 mois de grossesse. Ce type de tumeur est aussi appelé syndrome de Casabach-Merritt lorsqu'elle est associée à un grave trouble de la coagulation du sang, ce qui est le cas du bébé dont on parle ici. Et donc grâce à un médicament pris par voie orale par sa mère, la tumeur a pu être traitée par un service spécialisé des hospices civils de Lyon. Située au niveau du cou, elle aurait pu continuer à grandir et empêcher le bébé de respirer ou de déglutir si rien n'avait été fait. Mais la maman âgée de 34 ans a expliqué à l'AFP que malgré sa tumeur, l'enfant mange bien et grandit bien. À noter qu'il suit tout de même encore un traitement et qu'il est suivi de près par les spécialistes. Et on termine avec cette actu. Ce mardi marque le premier jour des festivités du Nouvel An lunaire, aussi appelé Nouvel An chinois, et cette année c'est celle du cheval de feu. Des millions de familles en Asie mais également à travers le monde célébreront donc pendant 15 jours cette nouvelle année. Dans la tradition chinoise, l'année du cheval de feu correspond à une période très intense. Le cheval symbolise le mouvement, la liberté et l'endurance, tandis que le feu représente lui la passion, la transformation et la vitalité. Et selon la tradition chinoise, ensemble, ces deux symboles forment l'une des combinaisons les plus puissantes. La dernière fois que le cheval a été associé au feu remonte à 1966. Merci Samy. Alors je le disais, pour plus d'informations, que ce soit d'ailleurs sur l'actualité culturelle, l'actualité sportive, avec notamment les JO en ce moment, rendez-vous sur Instagram, vous tapez Hugo Décrypte, vous pouvez vous abonner. Il y a aussi nos déclinaisons locales et nos comptes thématiques qui sont dispo. Donc prenez vraiment ce qui vous intéresse. Allez, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.